Alors, nous reprenons nos travaux. Je souhaite la bienvenue à l'Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec. Vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. J'invite donc à vous présenter, puis commencer votre exposé. À vous la parole, M. Boisy. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les députés de l'Assemblée nationale, au nom de l'Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec, je vous remercie de nous donner l'occasion d'exprimer notre point de vue. Fondée en juin 2012, Amal Québec est une association citoyenne et plurielle. Elle regroupe des Québécoises et des Québécois d'origine arabe et ou musulmane ou n'appartenant à aucune de ces composantes, incluant des personnes pratiquantes, non pratiquantes, juives, chrétiennes, agnostiques ou athées. Amal Québec souhaite contribuer positivement au débat sur les thèmes de la laïcité, des discriminations, du racisme, de la visibilité religieuse, de la cohabitation interethnique et du vivre ensemble au Québec. Il convient d'abord de rappeler que nous nous situons encore aujourd'hui dans la continuité d'un débat qui a commencé il y a bientôt 10 ans. Au cours de ces débats, nous avons mené des échanges vigoureux et argumentés autour des questions de la neutralité de l'État, des accommodements raisonnables et de la laïcité. Nous sommes arrivés aujourd'hui à un point déterminant de ce débat interminable. La population québécoise est lassée par les prolongements sans fin de ces discussions. Lassitude redoublée pour les citoyens appartenant à des minorités religieuses, par l'accablement d'être toujours instrumentalisés à des fins politiques et électoralistes. Dans ce contexte, il serait important que la nouvelle loi puisse clore définitivement le débat. Et c'est dans ce but que nous souhaitons aborder aujourd'hui 3 points essentiels. Au premier lieu, celui de la laïcité et de son importance dans une société démocratique. Dans un deuxième temps, nous traiterons de la question de la prestation de services à visage découvert. Puis, troisièmement, nous aborderons le droit à l'égalité. L'importance de la laïcité dans un État démocratique. La laïcité est un outil démocratique dont le but est de favoriser la cohabitation et le vivre ensemble dans une société pluraliste. Elle se base sur 3 fondements principaux: la liberté de conscience et de religion, la neutralité de l'État, la séparation des institutions religieuses et des institutions de l'État. La liberté de conscience est un acquis formidable des démocraties modernes. Un État laïque ne tolère pas, mais protège la liberté de conscience et de religion de ses citoyens. Il doit aussi définir des limites à ses croyances. Ces limites doivent être basées sur des critères rationnels et non émotifs. Quant à la neutralité, elle implique que l'État ne doit pas ni favoriser ni défavoriser aucun citoyen ou citoyenne en fonction de ses convictions religieuses. Enfin, la séparation des institutions religieuses et des institutions de l'État nous semble un acquis fondamental de la Révolution tranquille. Elle implique que les institutions religieuses ne peuvent pas instrumentaliser l'État et ses politiques à des fins religieuses et que les institutions religieuses sont protégées et ne peuvent être instrumentalisées par l'État. Prestation de services à visage découvert. En théorie, l'article 9 ne vise pas un groupe particulier. Dans les faits, néanmoins, il servira à discriminer un groupe précis de citoyennes sur la base de leurs pratiques religieuses. L'argument de la sécurité, de l'identification ou du niveau de communication semblerait tout à fait louable s'il n'existait pas des dizaines de milliers de fonctionnaires qui ne rencontrent jamais de citoyens dans l'exercice de leurs fonctions. De plus, l'article 9 répond à un faux problème puisque l'on ne répertorie aucun cas de personnes au visage couvert qui travaillent dans la fonction publique. On peut se demander pourquoi l'État devrait légiférer contre un problème qui n'existe pas. Certains seraient tentés d'argumenter à l'inverse que si le problème n'existe pas, l'Assemblée nationale peut bien légiférer sans crainte.
Y voir ainsi un acte offensif serait pourtant une erreur, puisque l'Assemblée nationale commettrait un grave précédent. Il serait maintenant acceptable au Québec de priver des citoyens, des citoyennes de droits fondamentaux tels que le droit à la dignité, le droit à l'égalité, le droit à la liberté religieuse, le droit au travail, sans motif réel ou urgent. À vous la parole. Le droit à l'égalité. Nous saluons l'initiative du gouvernement qui définit la neutralité de l'État comme impliquant, et je cite, de veiller à ne pas favoriser ni défavoriser une personne en raison de l'appartenance ou non de cette dernière à une religion. Fin de la citation. Il faut souligner cependant que les politiques publiques s'appliquent dans un contexte où certains citoyens sont favorisés par rapport à d'autres en fonction notamment de leurs croyances. Dans ce qui suit, nous en mentionnons quelques exemples. Commençons par illustrer l'idée de privilège au moyen d'un exercice comparatif entre deux Québécois, l'un catholique et l'autre musulman. Imaginons que je sois québécoise de confession chrétienne catholique. Je n'ai pas à demander des accommodements au travail ni à l'école, puisque l'horaire est déjà fait pour m'accommoder. J'ai congé pour fêter le vendredi saint ou le lundi de Pâques, pour fêter l'Action de grâce, pour fêter Noël et pour aller à la messe le dimanche. Étant donné que la seule matinée où le stationnement est gratuit est le dimanche, mon privilège va jusqu'à me permettre de me garer gratuitement aux heures de la messe. Mon lieu de culte existe depuis un siècle ou plus, il est accessible, il est reconnu comme tel et donc est exempté d'impôts. Ces privilèges sont le résultat d'une histoire qui est la nôtre. Donc il n'est pas question ici de remettre en cause ces facilités, mais plutôt d'en être conscient. Elles existent. Maintenant, imaginons que je sois québécoise de confession musulmane. Je n'ai pas de congé le jour de mes fêtes religieuses, je travaille à l'heure de la prière du vendredi, je n'ai pas de stationnement gratuit pour aller prier. Si je suis québécoise musulmane, je suis peut-être en train de me démener pour obtenir de ma municipalité une autorisation de lieu de culte à un endroit accessible. Si je suis québécoise et musulmane et que j'habite Terrebonne ou Mascouche, je n'aurai tout simplement jamais de lieu de culte puisque ces deux villes n'acceptent plus d'autres lieux de culte que ceux qui existent déjà. Et que les lieux de culte déjà existants sont tous des églises. On peut continuer cette énumération, la liste paraît sans fin. Donc, si je porte un foulard, les risques de me faire agresser dans la rue sont plus élevés que si je n'en porte pas. De fait, je n'ai même pas besoin d'être pratiquant pour être pénalisé, il suffit d'avoir un nom qui sonne musulman, car si je le remplaçais par un nom canadien-français, j'aurais 60% de plus de chances d'être appelé à une entrevue d'embauche et 40% de plus de chances d'être appelé à visiter un appartement à louer. Et ainsi de suite. En somme, il apparaît donc évident que certains Québécois et certaines Québécoises sont privilégiés de par leur religion, alors que d'autres sont pénalisés de par leur religion réelle ou présumée. Nous disposons de plusieurs outils pour corriger ces inégalités. Nous en citerons deux des plus importantes. La première étant les accommodements raisonnables et la seconde, la lutte contre le racisme systémique. Donc nous allons passer à présent aux recommandations d'Amal Québec. Recommandation 1. Plutôt que d'éviter le mot laïcité, nous pensons qu'il faut le revendiquer et surtout en rappeler constamment la définition afin de pouvoir en faire l'outil du vivre ensemble et du respect mutuel. Recommandation 2. Nous pensons qu'étendre le concept de neutralité au palier municipal. Recommandation 3. Retirer l'article 9. Recommandation 4. Sur la question des accommodements, il est important de rappeler l'esprit dans lequel cet outil juridique devrait être compris. Ce n'est pas une faveur qu'on octroie à une Québécoise ou un Québécois, mais bien un droit pour corriger une inégalité. Recommandation 5. Ne pas traiter les accommodements religieux comme des accommodements à part. Recommandation 6. Nous pensons que le point 10.2 devrait être retiré puisque la Charte québécoise, qui est un statut semi-constitutionnel, protège déjà de toutes les discriminations définies par l'article 10. Enfin, recommandation 4, 7, à l'instar de la Direction générale de l'action contre le racisme en Ontario, nous proposons la création d'un conseil de lutte contre le racisme. Ce conseil serait en charge, entre autres, d'éliminer le racisme systémique au sein des institutions gérées ou réglementées par le gouvernement du Québec, de documenter et illustrer les conditions de vie des personnes racisées au Québec par des études et des recherches, ou de transmettre des avis au gouvernement en se prononçant sur les projets de loi, des politiques ou des actions qui présentent des enjeux en ce qui concerne les droits des personnes racisées à l'égalité.
En conclusion, nous espérons que le débat va être clos une fois pour toutes et nous croyons que cela ne sera pas possible si on s'attaque seulement à un problème de perception, comme décrit dans le rapport Bouchard-Taylor, ni si on se limite à la neutralité. Nous pensons qu'il faut intervenir de manière concrète en tant qu'acteur pour l'égalité, car le vivre ensemble n'a de sens que dans l'égalité. Merci. Merci beaucoup. Vous avez tapé le 10 minutes pile. Alors, je vous félicite. Ce n'est pas toujours facile à faire lorsqu'on vient présenter un mémoire pour l'avoir déjà fait, mais pour tous les groupes aussi. Alors, je vous en félicite et je vous remercie de votre exposé. On débute la période d'échange avec Mme la ministre et députée de Gatineau. À vous la parole. Merci beaucoup. Merci de votre présentation. Je vais prendre quelques secondes pour saluer les juristes de l'État. Je ne savais pas qu'il s'agissait de ce groupe qui était présent. Alors, des gens qui travaillent fort pour chacun d'entre nous, et plus particulièrement au ministère de la Justice. D'ailleurs, j'ai eu la chance de souligner la semaine dernière que certains avaient contribué à la rédaction du projet de loi qui était devant nous. Et donc, je me suis un petit peu insurgée lorsqu'on prétendait que le projet de loi avait été une bouillabaisse parce qu'il y a des gens extrêmement compétents qui ont mis leur connaissance à profit de la rédaction du projet de loi. Alors, je veux simplement souligner, je ne veux pas entrer dans les pourparlers, dans les motifs qui amènent la présence des gens ici, mais je tenais à les saluer. Si je ne l'avais pas fait, c'est tout simplement parce que je ne savais pas qui étaient les gens que l'on voyait dans la salle. Monsieur Boisy, je vous remercie. Je vais vous dire, vous illustrer à quel point ce dossier-là amène des enjeux d'interprétation qui sont complexes. Parce que juste avant vous, Mme Benhabile avait une définition de la laïcité qui m'apparaît un peu différente de votre approche de la laïcité. Alors, j'aimerais vous entendre, puisque tout à l'heure, on a eu une définition de la laïcité qui était souhaitée par Mme Benhabile, et vous souhaitez, vous, de votre côté, que le concept de laïcité soit repris, mais je comprends que vous avez une approche qui est tout autre. Vous souhaitez aussi, ce faisant, vous assurer que la différence de chacun et la liberté de religion sera également respectée à travers tout ça. Alors, j'aimerais vous entendre davantage. Monsieur Boisy. Merci beaucoup. Pour nous, la laïcité, c'est trois concepts qu'on pense tous les trois fondamentaux. Le premier, et on n'en parle jamais assez, c'est la liberté de conscience, la liberté de changer de religion, d'être athée, d'être agnostique, d'être sataniste si on veut. Et l'État laïque n'est pas là pour tolérer, mais il est là pour protéger la liberté de conscience. Évidemment, la liberté de conscience a des limites. Donc, par exemple, une limite, c'est la liberté des autres. Donc, si, par exemple, ma liberté de conscience me permet d'enlever des droits fondamentaux à d'autres citoyens, ce n'est pas une liberté de conscience que l'État protège. Une autre limite, c'est la sécurité publique, etc. Donc, il y a des limites qui sont des limites objectives, si on veut. Le deuxième concept est le concept de neutralité de l'État. Donc, la neutralité, un État neutre est avant tout neutre à travers ses politiques, à travers ses lois. Et ça veut dire qu'il ne favorise pas ou défavorise pas les citoyens en fonction de leur religion. Ça aussi, c'est un concept très noble. On est très heureux que l'État ne favorise pas ou défavorise pas les gens en fonction de leur religion. Il y a un point de désaccord, et je rentrerai dans les détails, par exemple, avec plusieurs conceptions de qu'est-ce que c'est que la neutralité. Vous parlez de compréhension. Il y a une compréhension qui dit, nous, on veut qu'il y ait apparence de neutralité, que la neutralité n'est pas juste dans les actes des fonctionnaires, mais aussi dans leur apparence. Et donc, on voudrait, pour dire les choses clairement, interdire toutes les personnes portant une kippa et toutes les femmes qui portent un foulard de travailler dans la fonction publique. Dans les faits, quand on prend ce genre de décision, par définition, on va pénaliser les juifs qui ont décidé de mettre une kippa ou les musulmanes qui ont décidé de mettre un foulard. Donc, pour arriver à l'apparence de neutralité, l'État n'est plus neutre, puisqu'il défavorise des gens en fonction de leurs croyances. Et nous, on ne préfère pas une laïcité d'apparence. On préfère une véritable laïcité qui répond à cet objectif noble qui est de ne pas favoriser ou défavoriser les gens en fonction de leurs croyances. Le troisième concept, c'est la séparation des institutions religieuses et des institutions de l'État. Et ça, c'est un point très important. Le Québec a fait d'énormes avancées pendant la Révolution tranquille, évidemment. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'un côté, les institutions religieuses n'instrumentalisent pas l'État à leur propre fin, et de l'autre côté, l'État n'instrumentalise pas
les institutions religieuses à leur propre fin. Madame la ministre. Alors, c'est là qui est intéressant parce que c'est toute la question du port du signe du port du signe religieux qui est affecté par la conception et par l'interprétation de la laïcité que chacun peut avoir. Alors, pour vous, la laïcité peut très bien s'exprimer dans un contexte où il n'y aura pas d'interdiction, il n'y a pas d'interdiction de part de signes religieux de la part de ceux et celles qui œuvrent au sein de l'État, par exemple. Absolument. Je voudrais rajouter un point sur cette question-là particulièrement. On part du principe qu'un fonctionnaire doit servir dans ses services, il doit être neutre. C'est-à-dire que ce qu'on attend d'un enseignant, qu'il porte un foulard ou pas, ou une coupa ou pas, c'est qu'il ne nous parle pas de intelligent design ou je ne sais pas quelle chose, là, qu'il nous parle de Darwin. S'il n'est pas prêt à nous parler de Darwin, il perd sa job, là, parce que ce n'est pas correct d'utiliser ses croyances, si c'est ça ses croyances, pour infliger ça à nos élèves québécois. Maintenant, s'il ne porte pas de foulard et pas de kippa et qu'il décide de ne pas parler de Darwin, on le met à la porte pareil, là, ce n'est pas une question de foulard. Si on arrive à un système où la laïcité met à la porte un médecin, la personne avant moi a milité très très fort pour pouvoir, entre autres, mettre à la porte un médecin parce qu'il a une kippa sur la tête, mais nous on pense que cette laïcité-là est tout à fait inacceptable. C'est juste inimaginable qu'on prenne quelqu'un de compétent, on lui demande de nous parler français, on lui demande d'avoir les bons diplômes, on lui demande de bien traiter les citoyens, et s'il fait tout ça, et qu'on arrive et qu'on lui dit sous prétexte que vous avez une kippa sur la tête, on vous met à la porte, pour nous, c'est juste inacceptable. C'est même pas une laïcité qui est imaginable, c'est une laïcité qui est illégale d'un côté et elle est immorale de l'autre. On s'attend à ce qu'on ait un comportement moral envers les gens et qu'on les juge sur leurs actions et non pas sur leur apparence ou sur ce qu'on pense que, etc. Je veux dire, ça s'arrête pas. Madame la ministre. Vous recommandez de retirer du projet de loi les dispositions concernant la prestation de services à visage découvert. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il est important dans l'espace public que les gens puissent se reconnaître, s'identifier, se reconnaître pour se connaître ou se connaître pour se reconnaître, comme certains diront, mais aussi, est-ce que vous ne croyez pas que le visage découvert est important dans la communication, dans l'échange? Je vous regarde, vous hochez de la tête, je vois que vous me regardez, vous ne regardez pas à côté, notre communication est plus fluide. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il peut être important de bien cibler ce principe de la communication, surtout lorsqu'il est question de prestation de services, et que le visage devient et fait partie de l'expression. Et donc, il s'agit là d'un principe du vivre ensemble qui est tout à fait sain et qui vise une meilleure communication entre ceux et celles qui interagissent ensemble. Monsieur Boisy. Absolument. On est tout à fait d'accord avec le fait que partout il y a interaction avec les citoyens, et que cette interaction demande effectivement une communication saine, facilitée, etc., et que la vision du visage facilite ça. On peut très bien comprendre qu'il y a énormément de corps de métier, d'ailleurs pas juste dans le public, dans le privé aussi, qui puissent interdire le fait qu'on se cache le visage. Bon. Maintenant, l'idée que, sous prétexte que ça c'est vrai, on va interdire sur l'ensemble des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de postes à la fonction publique, alors que, personnellement, une fois sur deux que je parle à un fonctionnaire, c'est au téléphone, là. Moi, je n'ai pas besoin de savoir que cette personne-là a le visage couvert ou découvert. Bon, ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, c'est un problème théorique. Aujourd'hui, il y a 0 fonctionnaire, donc on est en train de légiférer sur un problème théorique. Or, étant donné qu'il est plutôt facile de prouver que le problème n'est ni réel, puisqu'il n'existe pas, ni urgent,
et qu'on va se retrouver à enlever des droits fondamentaux à des personnes, on est dans la théorie, mais dans la théorie, on se retrouve à transgresser un principe fort de la nation québécoise et de la citoyenneté québécoise telle que définie par les personnes il y a 40 ans aujourd'hui à travers la Charte des droits et libertés québécoises. Et on pense que ce n'est pas correct d'ouvrir cette porte-là, même si ça ne va toucher personne dans les faits, parce que ça touche personne. Madame la ministre. Vous revenez également sur la question des accommodements. Des gens qui vous ont précédé au cours des dernières semaines nous reprochaient de codifier la jurisprudence actuelle, disant que les accommodements étaient un passage vers l'intégrisme religieux. J'aimerais vous entendre sur ce commentaire que nous avons entendu récemment. Monsieur Boisy. Mais écoutez, c'est difficile de répondre à des avis comme ça. Nous, on aime bien les avis, on préfère les avis documentés. Bon. Je ne pense pas qu'il y a aucune documentation sérieuse au Québec qui dit qu'il y a un rapport entre les demandes d'accommodement raisonnable et l'intégrisme pour voir ce que ça veut dire pour ces gens-là. Est-ce que c'est le fait d'aller combattre en Syrie? Est-ce que c'est des guerres civiles qui sont passées en Algérie? Est-ce que c'est difficile? Bon, ça ne se base pas sur grand-chose. Nous, ce qu'on sait, c'est que les accommodements raisonnables, aujourd'hui, c'est un outil pour atteindre l'égalité. Bon, c'est pas pour... bon. Deuxièmement, il y a même des gens, je sais, qui ont dit que les accommodements étaient utilisés pour imposer la charia au Québec, etc. Bon, moi, je demande que ces personnes-là nous donnent un seul cas, où on a imposé des règles religieuses basées sur un fantasme de ce que représenterait la charia, avec tout ce que ça porte comme poids. Hein. Bon, on dit tout de suite dans la population québécoise, à travers ce qu'on peut voir dans la télé, etc., on pense aux décapitations, aux coups de fouet en Arabie Saoudite, aux foulards obligatoires en Iran. Je veux dire, c'est une connotation évidemment très négative. La réalité est plus complexe, mais le problème n'est pas là de toute façon. Je veux dire, dans les faits, il n'y a aucune décision de justice d'accommodement aujourd'hui qui impose la charia au détriment des droits fondamentaux des Québécoises et des Québécois. Aujourd'hui, c'est très important de comprendre que c'est des outils qui nous permettent d'obtenir une véritable égalité entre citoyens sur la base de quelque chose de discriminatoire qui définit donc l'orientation sexuelle, le sexe, la religion. Je veux dire, on a du mal à comprendre cette agressivité envers cela. Je rajouterai les chiffres. On a regardé les chiffres avant de venir ici. Donc, quand même, un accommodement raisonnable tel que défini, c'est une décision de justice. Donc, on se retrouve à avoir 3 582 plaintes entre 2009 et 2013 à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, dans 35, donc 0,69% des plaintes qui sont pour des questions d'accommodement religieux. On s'entend que s'il y a une invasion de l'islamisme international à travers les accommodements religieux, c'est plutôt raté comme stratégie. Madame la ministre. La semaine dernière, en fait, on entendait la Fédération des commissions scolaires nous dire qu'il y avait plusieurs demandes, mais, et on verra la commission scolaire de Montréal un petit peu plus tard aujourd'hui, mais il semble y avoir plusieurs solutions. Alors, ce qui pourrait expliquer le faible nombre de demandes qui se retrouvent devant la commission, c'est que les partis en arrivent à des solutions de compromis à la satisfaction de tout le monde. Alors, donc, il ne semble pas y avoir, et là, je vous rejoins, une montée qui soit terrible, dans ce sens qu'il y a des demandes existent, mais il y a aussi cette solution de compromis qui est trouvée et qui amène les partis à passer à autre chose et à continuer leurs activités respectives, je crois. Alors, les accommodements, c'est des questions au cas par cas entre deux parties, que ce soit dans le privé ou dans le public. Je veux dire, n'importe qui est allé, qui travaille, sait très bien qu'il y a une tonne d'accommodements qui sont faits de manière journalière, qu'il y a des personnes qui se marient, des personnes qui déménagent, des personnes qui sont malades, des personnes qui ont besoin de prendre le vendredi après-midi, des personnes... Je veux dire, il y a 1000 manières de trouver des arrangements entre deux parties qui font en sorte que tout le monde est satisfait, et c'est le quotidien des êtres humains en général.
Maintenant, je tiens à dire quand même qu'il y a un certain nombre. Je veux dire, comment on en est arrivé ici, hein? Le rapport Bouchard-Taylor nous dit qu'il y a un problème de perception. Il y a un problème, mais ce n'est pas la crise des accommodements raisonnables, c'est la crise de perception par rapport aux accommodements raisonnables. Et on en est arrivé ici pour des cas qui ont été médiatisés, qui ne sont pas des décisions de justice. Donc on a beau légiférer comme on veut, où il y a une communauté religieuse qui voulait pas voir des gens faire du sport de l'autre côté d'une fenêtre, qui sont allés voir le YMCA en face pour lui dire voilà, je te donne la peinture, je sais plus les détails, là, est-ce que vous voulez bien peindre vos fenêtres? Et la personne a dit super, quelle bonne idée, je vais peindre mes fenêtres. Bon, dans les faits, si deux personnes, si deux groupes, quelqu'un demande quelque chose de pas raisonnable et de l'autre côté quelqu'un dit super, quelle bonne idée, je vais faire quelque chose qui est pas raisonnable, et que ça fait la une d'un journal à gros tirage à Montréal, ça ne fait pas en sorte qu'on est en train de régler ce problème-là. Et demain, après-demain, dans 1 an, dans 2 ans, toujours, s'il y a un groupe qui décide que c'est une bonne idée de peindre les fenêtres de son voisin et un groupe qui décide que c'est une bonne idée de peindre ses propres fenêtres, ben on va se retrouver avec le même problème qu'on n'aura jamais résolu. Il y en a d'autres, hein, la question de la cabane à sucre, c'est le même problème. Ce n'est pas des décisions de justice et donc ils ne sont jamais passés à travers des questions de juges et on n'est pas en train de régler ces problèmes-là. On est en train de régler un problème, et on le sait tous aujourd'hui autour de la table, d'un problème social qui a été instrumentalisé politiquement pendant très longtemps. On espère vraiment pouvoir passer à autre chose et surtout se concentrer non pas sur l'accommodement, mais sur pourquoi il existe, qui est le droit à l'égalité, et mettre beaucoup plus de politique publique, et non pas de loi, mais de politique publique, pour pouvoir atteindre l'égalité pour tous les Québécois, quelle que soit leur religion, leur couleur, leur orientation sexuelle ou leur handicap. Merci beaucoup, M. Boisy. Ça met un terme à cet échange avec la ministre. Maintenant, à l'opposition officielle, Mme la députée de Tachereau, pour votre bloc d'échange avec nos invités. Merci beaucoup, M. le Président, M. Boisy, de la Malle, Mme, Monsieur, qui l'accompagnait. Bienvenue à cette commission parlementaire. D'abord, j'apprécie que vous veniez appuyer 2 concepts qui, pour nous, sont intéressants. D'abord, le fait d'inscrire la laïcité, en quelque part, dans nos lois québécoises. C'est un concept qui est reconnu maintenant, cette séparation entre l'Église et les religions. Entre l'État, pas l'Église et les religions, parce qu'on dit l'Église avant, entre les religions et l'État. Je pense que même si on peut débattre ensuite du résultat de quel type de laïcité, moi je ne crois pas qu'il y a des laïcités ouvertes ni rigides, il y a de la laïcité fondée sur certains des préceptes que vous avez nommés, qui sont précis, là. Très bien. Le fait aussi d'inclure les municipalités, quelques personnes sont venues nous dire qu'il serait important que les municipalités soient incluses dans cette loi. C'est une des remarques qu'on a fait. J'étais curieuse de voir quelle opinion vous auriez, effectivement. Les demandes d'accommodement, nous dit la Fédération des commissions scolaires qui est venue ici, du Québec, c'était 500 par année, seulement à la CSDM. Alors, on verra cet après-midi avec la CSDM quel type d'accommodement sont demandés, mais c'est effectivement 500 par année. C'est beaucoup. Maintenant, j'ai quand même été étonnée que vous disiez que la charia est un concept qui semble très loin de nous. L'Assemblée nationale a été obligée d'adopter une motion pour dire que la charia ne passerait pas au Québec. Et l'Ontario, ensuite, a rétrogradé parce qu'elle s'en allait adopter ce mode de jugement. Et je pense que ce mouvement-là a été très important. Donc, il y a des moments où le Québec se lève. Il doit, à mon avis, je pense que vous touchez un bon point, se lever contre le racisme. Mais il y a une seule chose qui m'a étonnée, c'est que vous avez l'air de faire un amalgame entre tête de musulmans et immigrants ou personnes d'une autre couleur de peau. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais pensé que le racisme touchait seulement les musulmans. Les Haïtiens ont des problèmes, les Jamaïcains ont des problèmes. Le fondamental, c'est l'accès à l'emploi dans les milieux de travail pour les gens qui ont un nom à consonance étrangère ou qui ont une autre couleur de peau. Et ça, je ne suis pas gênée de le dire, c'est dans le monde du travail qu'il y a un problème. J'étais étonnée de votre amalgame en disant, vous dites, il suffit d'avoir un nom qui sonne musulman. Or, j'ai l'impression, je vais vous dire, là, honnêtement, j'ai été étonnée parce que c'est comme si ça faisait le jeu des gens qui parlent des musulmans quand on parle d'une grande communauté large, qui est des personnes qui sont d'une autre couleur de peau, ou les personnes de la communauté maghrébine, de la communauté arabe. Pourquoi vous avez ciblé ça? Ça m'a étonnée.
Alors, il n'y a aucun amalgame dans ce qu'on a dit. Je vais peut-être, si vous voulez, je pourrais vous parler des concepts de la charia, si vous voulez, après. Bon, sur les questions du racisme, évidemment, c'est plus large et vous constaterez que toute la partie, pour nous, de lutte contre le racisme systémique, le mot musulman n'a été mis nulle part. Il y a toute une section au complet. Nous sommes aussi faisant partie d'une coalition qui a demandé une commission sur le racisme systémique en compagnie d'autres associations militantes contre le racisme, qu'elles soient noires, qu'elles soient autochtones ou d'autres groupes racisés. Donc pour nous, c'est important effectivement de placer l'islamophobie dans un cadre plus large, qui est le cadre du racisme, étant donné qu'on est capable de racialiser des groupes sur la base de couleurs, entre autres, sur la base des origines, sur la base de la religion. Et les exemples en sont nombreux. Maintenant, je veux dire, les recherches prouvent que le nom de famille, en soi, pénalise une personne pour arriver à un poste de travail. Bon, alors... C'est parce que j'ai seulement 9 minutes pour jaser. C'est parce que j'ai dit d'accord avec vous sur le fait que dans le monde du travail, il y a un certain racisme pernicieux. Je ne vois pas jusqu'à systémique, je pense pas, mais qui s'exerce. Mais je disais, écoutez, il s'exerce sur plusieurs personnes. L'autre chose, je serais curieuse de savoir, le niqab, la burqa, ce qu'on cible quand on parle de visage découvert, est-ce que ce sont pour vous des vêtements d'asservissement de la femme? Asservissement de la femme? Oui. Alors, c'est très intéressant que vous posez la question. Nous, on n'a pas d'avis à avoir sur l'asservissement ou pas. Nous, on pense que d'abord, les femmes sont capables de faire des choix. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de protéger le droit de la femme à choisir. S'il y a quelqu'un qui impose une burqa à quelqu'un, on sera les premiers à se lever contre ces personnes-là. Par contre, s'il y a une femme qui décide d'être maître de son corps, qu'elle veuille aller avorter, qu'elle veuille se cacher le visage, qu'elle veuille faire ce qu'elle veut, nous, on va soutenir ces femmes-là dans leur libre arbitre, tant et aussi longtemps qu'elles n'atteignent pas la liberté des autres. Vous comprenez? Nous, on essaye d'être neutre, on essaye d'être laïque dans notre approche. Mais c'est pas être neutre. Pardon? Dans ce combat-là de l'égalité des hommes et des femmes, ce n'est pas être neutre que d'accepter qu'une femme au Québec puisse porter une burqa sans dire à tout le moins ce vêtement est un symbole d'asservissement entre les hommes et les femmes. On peut dire « je ne veux pas qu'on légifère », ça c'est autre chose. Mais ne pas dire que ce vêtement est un symbole d'asservissement, c'est là où c'est là où la société québécoise pourtant fait à peu près consensus. Le débat, il est sur est-ce qu'on interdit ou pas. Et seulement dans la fonction publique en plus, pour les services qui sont donnés ou rendus. Mais vous n'êtes même pas prêt à aller jusqu'à dire que ce vêtement est un symbole d'asservissement, un endroit où on se rejoindrait pour ensuite partir ensemble vers les solutions. Mais à tout le moins, cette phrase-là, je l'attendais de vous. Monsieur Boisy. Combien il reste? Il vous reste 2 minutes 45. OK. Deux choses. D'abord, moi, je voudrais qu'on se rejoigne sur le fait qu'une femme est capable de faire un libre choix. C'est là où on doit se rejoindre. Et puis ensuite, on pourra parler d'autres choses. Mais si vous n'êtes pas capable de nous dire qu'une femme est capable d'être libre de ses choix, c'est sûr qu'on n'ira pas beaucoup plus loin. Maintenant, je vais vous dire, nous, on n'a pas d'avis ni sur la mini-jupe, ni sur le bikini, ni sur le burkini, ça ne nous intéresse pas, là. On pense que les gens sont capables. Mais par contre, on pense que n'importe quel citoyen a le droit de décider qu'une burqa, un foulard, une kippa, whatever, est en soi quelque chose de négatif. Là où ça marche plus, c'est quand il est sur la tête de quelqu'un, qu'on n'est pas capable de prendre la personne comme citoyen à part entière. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, ma fille rentre dans la salle de bain et elle trouve ma blonde en train de s'épiler. Elle sort de là effrayée. « Papa, qu'est-ce qui se passe dans la salle de bain ?» Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est incroyable, une atteinte à l'intégrité physique des femmes, basée sur une pression sociale, parce qu'on n'est pas capable de ne pas s'épiler. Manon Massé en a fait la preuve, elle a gardé ses moussages, ça fait la une des journaux. Bon. Oui. Donc, je vais vous dire. Donc, on en arrive à une situation, il y a une pression sociale pour que les femmes s'épilent. Moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, OK, en fin de compte, c'est qui est imberbe? C'est une femme qui n'est même pas arrivée à la puberté. Donc, on a une pression sociale. Et ça, c'est mon interprétation, pour pouvoir obliger les femmes à ressembler à des gens imberbes, donc pour faire plaisir à quelque chose d'immonde chez l'être humain, qui est la pédophilie. C'est mon interprétation de l'épilation. Quand je rencontre une femme qui s'épile là, je ne me dis pas « Ah bah tiens, elle est d'accord avec la pédophilie ». Non,
Elle peut être féministe, elle peut être soumise, elle peut être intelligente, elle peut ne pas l'être, elle peut être au chômage ou ingénieure. C'est sur la base de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit, que je vais la juger, et non pas sur la base de mon interprétation de qu'est-ce que représente quelque chose qu'elle fait là. Donc, ça serait important que pour les signes religieux, on en arrive à revenir à la citoyenneté réelle des gens. Bon, maintenant, la burqa, c'est pas un problème de société parce qu'il y en a pas. On peut toujours en parler vraiment longtemps, il y en a pas. C'est sûr que, personnellement, à titre personnel, quand je parle à quelqu'un et que je vois pas son visage, ça me gêne, c'est évident. Personnellement, ce qui me gêne encore plus, c'est qu'on puisse imposer des choix aux femmes, que ce soit de leur imposer d'enlever des choses ou de les mettre. Vous ne croyez pas que... OK, donc vous n'êtes pas d'accord avec l'idée que c'est un choix qui est imposé à la femme au fil d'une longue tradition culturelle ou au fil d'une pression religieuse. Donc vous dites, c'est véritablement un choix personnel que de se mettre une burqa sur la tête. Pendant 2 secondes, j'ai cru que vous parliez de l'épilation. Je pense que c'est important que le libre choix soit reconnu aux femmes et c'est important de comprendre que notre rôle à nous, c'est que si quelqu'un veut leur imposer quelque chose, ce n'est pas de les paternaliser en leur disant « moi, je vais t'arracher ce voile sur la tête », c'est de trouver une situation où elles sont capables de leur libre choix. Maintenant, on prend des choix. Quand on interdit des choses, on prend des choix. Si on considère que ces femmes-là doivent s'émanciper de leur mari, doivent s'émanciper de leur communauté, et là, on est dans la théorie, encore une fois, parce que c'est un problème qui n'existe pas. Hein. Mais imaginons, à ce moment-là, on se retrouve dans une situation où on va empêcher ces femmes-là d'avoir l'autonomie financière parce qu'on se dit c'est pas une bonne idée qu'elles travaillent pour la fonction publique. Ayant dit ça, encore une fois, il y a 0 cas, et donc on est en train de régler un problème qui n'existe pas en transgressant quelque chose qui existe, qui est notre charte de droits et libertés québécoise, qui a été adoptée à l'unanimité avant même le Canada, et dont j'espère est un pacte citoyen dont on est tous fiers. Merci, M. Boisdi. Madame la députée de Montarville. Oui, merci, M. le Président. Madame, Messieurs, bonjour. Merci pour le mémoire. J'ai pris des notes dans votre mémoire et je sens quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais j'aimerais vous entendre. J'ai pris des notes, puis vous avez commencé en disant que c'est un débat qui dure depuis 10 ans. Vous avez tout à fait raison. Vous avez dit des mots et c'est écrit exaspéré, débat interminant, la population est lassée par les prolongements sans fin de ces discussions et vous parlez de lassitude et d'accablement d'être toujours instrumentalisé. Je comprends très bien ce que vous dites là. C'est long, 10 ans. Et il y a des choses très exactes dans ce que vous dites. Et vous dites ouvertement, et je vais le lire, dans ce contexte, il serait important que la nouvelle loi puisse clore définitivement le débat. Je sens dans la façon dont c'est rédigé, ce que vous nous dites, de l'exaspération, mais aussi du dépit. Est-ce qu'on peut en finir, puis adoptons-le? Est-ce que c'est ça ou est-ce que je me trompe? Et à la lumière des amendements que vous demandez, c'est pas la loi parfaite que vous auriez aimée et peut-être que c'est même pas une loi que vous aimeriez. Alors, parlez-moi de ce sentiment de dépit. Nous, alors évidemment, ça fait 9 ans qu'on a démarré ce débat avec ce qui a été appelé la crise des accommodements raisonnables. Bon. Il y a eu plein de rapports, des commissions, des projets de loi, etc., etc. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut réussir à fermer ce débat-là et essayer de régler des vrais problèmes de société. Bon. C'est important qu'on affirme les questions de laïcité. La neutralité est un point fondamental. Les autres points sont dans les chartes. Hein. La liberté de conscience, c'est l'article 3 de la charte, etc., etc. Donc c'est pas comme si... maintenant, on préfère les lois utiles. Et c'est pour ça que dans notre mémoire, on a proposé d'abord la création d'un conseil sur les questions du racisme systémique, comme ce qu'il y a déjà aujourd'hui en Ontario, parce qu'il faut élargir le sujet et puis parler des personnes qui souffrent aujourd'hui, qui sont jugées sur la base de leur couleur, qui sont jugées sur la base de leur religion, etc., etc. Ayant dit ça, effectivement, on voudrait vraiment passer à autre chose. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un débat, nous, on le sait dans l'association, on a eu ça pendant le débat sur la charte, on a eu ça avant, même les actes haineux, les personnes qui se font crier dessus des mots dans le métro, etc., augmentent. Bon, il faudrait réussir à parler de choses constructives et pas juste à nous lever les uns contre les autres. Ma question était, est-ce que c'est un peu un projet de loi que vous voudriez voir adopté par dépit? Non,
C'est pas une question de dépit. On pense qu'il y a quelque chose de très important dans ce projet de loi, c'est la définition de la neutralité de l'État. On pense que c'est important que ça soit clair pour tout le monde qu'un État neutre, c'est un État qui favorise pas ou défavorise pas les citoyens en fonction de leur religion. Parfait. Alors, je vous reprends là. Vous parlez aussi de laïcité. Est-ce que vous seriez d'accord pour voir inclure dans ce projet de loi le terme laïcité, parce qu'il n'y apparaît pas non plus? Et vous en parlez de façon favorable de la laïcité de l'État qui se traduit par une neutralité, mais d'abord, avant, faut-il l'inclure dans le projet de loi? C'est du moins ce que je crois. Seriez-vous d'accord pour que nous incluions dans ce projet de loi les termes de laïcité? Oui, on pense que c'est un concept noble et important. Par contre, et une des raisons qu'on voudrait qu'il soit inclus, c'est que malheureusement, il est instrumentalisé aujourd'hui par des gens qui veulent exclure. Et on ne pense pas que c'est un concept aussi noble devait être laissé à des gens qui veulent absolument mettre à la porte des gens de leur travail sur la base de pas grand-chose. Vous dites que ce projet de loi-là, on devrait abroger l'article 9, abroger l'article 10.2. Si on revient à l'article 9, c'est effectivement, vous en parliez avec la collègue de Tachereau, le visage découvert, service donné et reçu à visage découvert. Vous avez un problème disant que ça va justement pénaliser certaines personnes et que ça n'existe pas, donc on légifère pour quelque chose qui n'existe pas. Entre parenthèses, j'ajouterais que légiférer, c'est prévoir pour l'avenir aussi. Cela dit, certains nous ont dit que l'article 9 faisait une chose à son premier alinéa et le défaisait au troisième alinéa, puisqu'on va dire, mais on peut toujours demander un accommodement pour le permettre. Est-ce que vous avez cette lecture-là aussi ou vous ne l'avez pas du tout? Oui, alors comme dans n'importe quel corps de métier, on a le droit de demander des accommodements et puis la jurisprudence sera là pour protéger les personnes si on considère qu'elles ont le droit de le demander. Notre problème n'est pas là. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on pense que ça va pénaliser des gens, on pense que ça va pénaliser personne parce qu'il n'y a personne aujourd'hui qui travaille dans la fonction publique et vous avez beau prévoir là, qu'il n'y en aura pas des milliers dans les prochaines années. Ayant dit ça, ce que ça ouvre la porte, c'est que sur une base tout à fait théorique, on fait quelque chose de bien réel, c'est qu'on transgresse notre charte des droits et libertés québécoises pour régler un problème qui n'existe pas, qui est ni réel ni urgent. On aura du mal à expliquer devant une cour que c'est réel, urgent. On pense que la charte des droits et libertés, c'est un joyau qu'il faut absolument protéger et c'est pas un jouet électoraliste. Sur le point 10.2, sur la question d'égalité entre les hommes et les femmes, on trouve très étonnant qu'il n'y ait que celui-là. Pour nous, c'est très important l'égalité homme-femme, mais on a l'impression que c'est plus important que l'égalité entre les blancs et les noirs. Il serait temps que partout où on met quelque chose, on mette l'égalité entre les blancs et les noirs est importante aussi. C'est tout aussi important dans le cadre de notre... Et dans la même lignée de pensée, vous nous dites à la recommandation 5, et je suis un peu d'accord avec vous, ne pas traiter l'accommodement religieux comme un accommodement à part. Parce que c'est ce que fait ce projet de loi-là. Vous dites que les accommodements religieux font partie de l'ensemble des accommodements et devraient être traités comme tels. Si cette loi doit introduire de nouvelles balises, c'est à tous les accommodements qu'elles doivent s'appliquer. Donc, vous aussi, vous voyez qu'il y a quelque chose d'un petit peu, comment dirais-je, il faut faire attention à mes termes, mais d'un petit peu surprenant de ne voir que le terme accommodement religieux inscrit dans cette loi-là. Alors, c'est effectivement surprenant pour vous. Moi, je vais donner une situation ridicule. Moi, une femme arrive à l'hôpital et elle demande que son gynéco soit une femme. On va lui dire, oui, mais sur quelle base? Si elle dit sur la base religieuse, on va lui dire, ah non, c'est contraire à l'article 10.2, c'est contraire à l'égalité homme-femme, ça discrimine l'égalité homme-femme. Mais par contre, si elle dit non, c'est pas sur base religieuse, on va dire, ah, quelle bonne idée. Évidemment, on respecte le fait qu'une femme choisisse le sexe de son gynécologue. Je pense que c'est ridicule. Il y a des accommodements qu'on doit faire sur une base plus large et pas juste sur la base religieuse. L'inégalité sur la base religieuse est au même niveau que l'illégalité sur la base de la couleur, des origines, de la langue, etc. C'est comme ça que c'est prévu et on voit mal pourquoi est-ce qu'ils auraient quelque chose de particulier qui les entoure, surtout que je rappelle que c'est 0,69% des demandes qui ont été faites, donc des plaintes qui ont été faites à la Commission sur les 4 dernières années. Merci. Merci. Merci, M. Aaron Boisdi, M. Xavier Dade et Mme Marliatou Touré-Dosso, représentant l'Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité du Québec. Je suspends quelques minutes. Je demande à la Fédération des médecins spécialistes de s'avancer.